Imaginez un monde, il y a 2 millions d'années, où une espèce remarquable parcourait la Terre. Pas des humains modernes comme nous, mais une espèce qui allait prospérer presque 20 fois plus longtemps que nous. Leur histoire n'est pas seulement fascinante, c'est le récit ultime du succès et de la résilience humaine. Voici Homo erectus, littéralement l'espèce humaine la plus prospère de toute l'histoire. Si vous écoutez ceci pour vous endormir, sachez que c'est exactement pourquoi je l'ai créé. Alors, abonnez-vous peut-être, et dites-moi où vous êtes, et quelle heure il est. Je lis les commentaires, et c'est comme Berlin au petit déjeuner, Boston au coucher, tout en même temps. Qu'est-ce qui rend leur parcours si spécial? Ils ont vécu assez longtemps pour arpenter cette planète pendant la durée stupéfiante de 2 millions d'années. 2 millions. C'est une période si immense que notre cerveau a du mal à la concevoir. Pour mettre les choses en perspective, notre propre espèce, Homo sapiens, n'existe que depuis environ 300 000 ans, et nous sommes en gros les nouveaux venus du bloc évolutif. Tandis qu'Homo erectus, ces incroyables humains anciens, dominaient le paysage terrestre sur 3 continents, pendant une durée qui fait de notre existence entière une simple étincelle. Je vais vous emmener dans un voyage à travers le temps pour découvrir comment ces anciens humains vivaient, à quoi ils ressemblaient, comment ils pensaient, et pourquoi ils sont si importants pour notre compréhension de ce que signifie être humain. Vous découvrirez pourquoi de nombreux scientifiques considèrent Homo erectus comme les premiers véritables humains de notre histoire évolutive, une espèce ressemblant bien plus à nous que n'importe quel être venu avant. Ils nous ressemblaient, bougeaient comme nous, et communiquaient probablement d'une manière étonnamment proche de la nôtre. Et voici quelque chose d'incroyable. Ils n'étaient pas simplement des hommes des cavernes primitifs, errant avec des outils rudimentaires. Des découvertes récentes ont révélé leur capacité incroyablement avancée, de la fabrication d'outils en pierre sophistiqués à la construction d'abris, en passant par des preuves qu'ils prenaient soin de leurs anciens et de leurs faibles. Leur résilience face à 2 millions d'années de changements environnementaux et de prédateurs dangereux a littéralement posé les bases de notre existence actuelle. Mettons leur incroyable parcours en perspective. Homo erectus est apparu il y a environ 2 millions d'années et a survécu jusqu'à seulement 100 000 ans en arrière. Oui, les dernières populations d'Homo erectus prospéraient encore sur Terre, au moment où notre propre espèce commençait à se répandre sur la planète. Les derniers fossiles connus d'Homo erectus proviennent de Nandong, sur l'île de Java en Indonésie, où des archéologues ont découvert une douzaine de calottes crâniennes et 2 os de jambes, datant d'environ 108 000 à 117 000 ans. Cela soulève naturellement une question fascinante. Homo erectus et Homo sapiens se sont-ils jamais rencontrés? Nos ancêtres directs ont-ils déjà croisé ces anciens humains qui avaient dominé la planète si longtemps avant nous? C'est une possibilité intrigante que les chercheurs étudient depuis des décennies. Nous savons qu'Homo sapiens a quitté l'Afrique pour l'Europe et l'Asie il y a environ 90 000 ans. En réalité, cette chronologie est sans cesse repoussée grâce à de nouvelles découvertes. Un fossile d'Homo sapiens trouvé dans la grotte de Mislia en Israël est daté entre 177 000 et 194 000 ans, suggérant que nous avons quitté l'Afrique bien plus tôt qu'on ne le pensait. Mais voici où ça devient intéressant. Les plus anciennes preuves d'Homo sapiens à Java, là où Homo erectus a fait sa dernière apparition, datent d'entre 60 000 et 70 000 ans. Malheureusement, il semble qu'Homo erectus n'ait pas survécu assez longtemps à Java pour rencontrer les humains modernes. Et honnêtement, aucun fossile ailleurs dans le monde ne prouve de façon concluante une interaction directe entre erectus et sapiens. Mais attendez, il y a un rebondissement inattendu, venant d'une source très improbable, les poux de tête. Oui, vous avez bien entendu. Selon une étude publiée dans la revue Public Library of Science Biology, les poux humains proviennent en réalité de 2 lignées anciennes, qui ont divergé il y a environ 1,18 million d'années, à une époque où Homo erectus prospérait, mais bien avant l'apparition des Homo sapiens modernes. L'une de ces lignées, présente dans le monde entier, a subi un goulot d'étranglement démographique il y a environ 100 000 ans, en lien avec l'expansion des humains modernes. Mais l'autre lignée, trouvée exclusivement en Amérique, est restée séparée pendant toute cette période de 1,18 million d'années.
Cette divergence correspond aux séparations précoces des espèces humaines, suggérant qu'elles ont évolué aux côtés de différentes espèces humaines. Si ces poux ont vraiment évolué avec Homo erectus, cela signifie que les humains modernes ont dû les acquérir par un transfert direct, nécessitant donc un contact physique entre Homo erectus et Homo sapiens. Mais comme aucune preuve fossile n'appuie cette hypothèse, les scientifiques restent sceptiques. Les poux ne sont qu'un exemple parmi les nombreux mystères fascinants entourant ces anciens humains, que les chercheurs tentent encore de résoudre. Les premiers fossiles d'Homo erectus ont été découverts en 1891 par un Hollandais, Eugène Dubois. Après des années de recherche en Indonésie pour ce que les scientifiques de l'époque appelaient le chaînon manquant entre les singes et les humains, Dubois a mis au jour une calotte crânienne bien conservée à Trinil, sur la rivière Solo, à Java. Le spécimen avait des arcades sourcilières proéminentes, un front fuyant et un arrière du crâne incliné, des traits que Dubois affirmait représenter le lien évolutif entre les singes et les humains modernes. D'autres scientifiques ont d'abord rejeté son interprétation, mais Dubois a finalement été confirmé quand des fossiles similaires d'Homo erectus furent découverts en Chine dans les années 1920 et 1930. Ces découvertes ont confirmé qu'il s'agissait bien d'une espèce humaine répandue, qui avait habité de vastes régions d'Afrique, d'Asie et d'Europe. L'un des aspects les plus remarquables d'Homo erectus fut son évolution vers une taille cérébrale plus grande. Les premiers membres de la lignée avaient une capacité crânienne de 600 à 800 cm3, comme le crâne d'E2700 découvert à Dmanisi, en Géorgie, dont les proportions rappelaient davantage les australopithèques que les humains ultérieurs. Mais avec le temps, à mesure qu'ils faisaient face à de nouveaux défis environnementaux et s'adaptaient à différents habitats, leur cerveau connut un développement spectaculaire en taille et en complexité. Les crânes d'Homo erectus du Pléistocène moyen en Afrique, en Asie et en Europe montrent des volumes atteignant jusqu'à bis 230 en métiaes, équivalent à celui du cerveau d'Albert Einstein. C'est incroyable, car des cerveaux grands et complexes peuvent traiter et stocker beaucoup plus d'informations, permettant des comportements et des adaptations bien plus sophistiqués. Homo erectus avait une apparence distinctive qui le distinguait à la fois des espèces plus anciennes et de nous, les humains modernes. Ils furent les premiers à avoir un visage relativement plat et un nez proéminent, des caractéristiques qui auraient aidé à retenir l'humidité dans l'air sec des environnements variés qu'ils habitaient. Mais, contrairement aux humains modernes, ils avaient aussi un crâne plat, robuste, bas, avec d'énormes arcades sourcilières. Ces arcades sourcilières proéminentes ont beaucoup intrigué les scientifiques. À quoi servaient-elles ? En 2004, les anthropologues Noël Boas et Russell Siochon ont proposé une hypothèse surprenante. Ces traits seraient le résultat d'une pratique culturelle où Homo erectus se battait entre eux à coups de poing, de pierre ou de bâton pour régler des disputes ou rivaliser pour des partenaires. La structure de leur crâne semble remarquablement bien conçue pour absorber de violents coups. L'épaisse arcade sourcilière protège les yeux et se prolonge vers les oreilles, jusqu'à l'arrière du crâne, permettant de dissiper efficacement les chocs. Fait intrigant, de nombreuses calottes fossiles montrent déjà des fractures sérieuses qui auraient normalement été handicapantes. Pourtant, ils montrent aussi des signes de guérison, suggérant que ces individus ont survécu à des traumatismes crâniens potentiellement mortels. L'anthropologue Peter Brown a proposé une raison similaire pour l'épaississement inhabituel trouvé dans les crânes des aborigènes australiens modernes, résultat d'un rituel pratiqué dans certaines tribus du centre et du sud-est de l'Australie, où les adversaires se frappaient à coups de massue jusqu'à l'évanouissement. Ainsi, ces arcades sourcilières proéminentes pouvaient être à la fois un signal social de force et de domination, et une adaptation pratique renforçant le crâne contre les impacts. Au fur et à mesure que les humains ont évolué vers notre forme moderne, nous avons progressivement perdu ces traits prononcés, la communication sociale devenant plus importante et permettant de lire les émotions subtiles sur le visage des autres. Toute notre structure faciale a changé pour privilégier la communication plutôt que la protection physique. Leurs mâchoires étaient aussi beaucoup plus robustes que les nôtres,
grande et épaisse, sans menton pointu. Sur le plan dentaire, Homo erectus possédait l'émail le plus fin parmi toutes les espèces humaines anciennes. Or, si l'émail protège les dents contre la casse lors de la consommation d'aliments durs, il rend aussi plus difficile le découpage de nourriture coriace. Leurs mandibules étaient nettement plus épaisses que celles des humains modernes et des singes actuels, ce qui leur permettait de résister à la torsion lors de la mastication, supportant ainsi des contraintes particulièrement fortes. Fait intéressant, leurs dents présentent une fréquence plus élevée de cavités, petits trous, sur les prémolaires et molaires par rapport à des espèces antérieures comme Homo habilis. Cela indique un régime riche en aliments cassants, probablement influencé par leur usage avancé des outils, qui leur permettait de traiter une plus grande variété de nourriture que leurs prédécesseurs. Comme les humains modernes, Homo erectus présentait une grande variation de taille, allant de 1,45 à 1,85 et de 40 à 68 kg. Cette variation était probablement due aux différences régionales de climat, de taux de mortalité et de nutrition. Ce niveau de plasticité phénotypique, la capacité à manifester des réponses physiques marquées face aux stress environnementaux, est en réalité très rare et n'est démontré que chez Homo erectus et Homo sapiens. Homo erectus présentait aussi un dimorphisme sexuel, c'est-à-dire des différences notables de taille et parfois d'autres caractéristiques physiques entre mâles et femelles. En général, les mâles étaient plus grands et plus robustes que les femelles. Ce dimorphisme est déduit de preuves fossiles, notamment des différences de taille et de morphologie squelettique, des empreintes vieilles de plus de 970 000 ans, laissées par au moins 20 individus près d'Illeret, au Kenya, indiquent qu'Homo erectus était plus sexuellement dimorphe qu'Homo sapiens moderne, mais moins que des singes fortement dimorphes comme les gorilles, ou des espèces éteintes telles qu'Ororin, Australopithecus ou Paranthropus robustus. Ces empreintes offrent une fenêtre unique sur une période de transition importante dans le comportement social des hominidés, suggérant une structure sociale intermédiaire entre les groupes fortement dominés par les mâles chez les grands singes et les structures plus égalitaires des humains modernes. Ces mêmes empreintes révèlent aussi quelque chose de remarquable sur la manière dont Homo erectus se déplaçait. Elles indiquent qu'Homo erectus fut la première espèce de notre lignée à posséder une démarche moderne. Les empreintes et les preuves squelettiques suggèrent qu'ils avaient des membres aux proportions comparables à celles des humains modernes, impliquant une locomotion beaucoup plus efficace pour les longs déplacements que celle des espèces humaines antérieures. Homo erectus fut aussi le premier de notre lignée à posséder une épaule de type humain, suggérant une capacité de lancer à grande vitesse. Cette adaptation représentait un avantage évolutif majeur, leur permettant de lancer efficacement des pierres, des javelots en bois ou d'autres armes, facilitant ainsi la chasse au gros gibier pour obtenir de la viande riche en calories. Cela contraste fortement avec leurs prédécesseurs comme Homo habilis, qui avaient encore des épaules de type simien, mal adaptées au lancer précis. Quand on observe les fossiles, il devient clair qu'Homo erectus représente un tournant radical dans l'évolution humaine. L'émergence d'une espèce qui, tout en restant différente de nous, sur de nombreux points, possédait un ensemble d'adaptations physiques et cognitives qui allaient définir la lignée humaine pour des millions d'années. Ce n'était pas de simples versions améliorées des hominidés plus anciens, c'était un type d'humain révolutionnaire, doté de corps faits pour l'endurance, la précision et l'adaptabilité. Mais leurs adaptations physiques n'étaient que le début de ce qui a rendu Homo erectus si remarquablement prospère. Dans notre prochain segment, nous explorerons l'une de leurs caractéristiques les plus distinctives et surprenantes, leur corps étonnamment dépourvu de poils. Nous découvrirons comment cette adaptation apparemment simple a pu jouer un rôle crucial dans leur succès évolutif, préparant le terrain au développement du grand cerveau qui finira par définir notre propre espèce. Nous plongerons aussi dans leur technologie d'outils, leur stratégie de chasse et leur structure sociale, autant d'éléments qui ont fait d'eux l'espèce humaine la plus prospère de l'histoire évolutive. Restez avec moi pour poursuivre ce voyage extraordinaire à travers le temps, à la découverte de nos plus anciens et plus prospères parents. Chez les primates et les mammifères,
Nous les humains possédons un trait distinctif qui nous sépare de la plupart de nos cousins évolutifs. Une peau relativement dépourvue de poils. Tandis que des mammifères aquatiques, comme les baleines et les dauphins, ou encore les éléphants, partagent cette caractéristique, la plupart des primates et des mammifères portent généralement une fourrure. Alors, quand les humains ont-ils perdu leur poil corporel et pourquoi? Il s'avère qu'Homo erectus fut le premier membre du genre Homo à évoluer vers cette condition glabre, les études suggérant que cette adaptation est apparue il y a au moins 1,2 million d'années. Mais pour comprendre pourquoi les humains ont significativement moins de poils corporels que les autres primates, il faut reconnaître que la pilosité des mammifères n'est pas qu'une question d'apparence. Elle protège la peau des blessures, des parasites, de la chaleur, du froid et des rayons UV. Alors pourquoi une espèce humaine ancienne aurait-elle évolué vers la perte de cette protection? L'explication évolutive la plus largement acceptée est la dissipation de chaleur. Quand les premiers membres du genre Homo sont passés de la vie dans les forêts ombragées à la savane ouverte, perdre leurs poils et développer davantage de glandes sudoripares a facilité le refroidissement du corps lors d'activités physiques prolongées. Ce changement environnemental a aussi déclenché une transformation majeure du régime alimentaire, passant d'une alimentation largement végétarienne à une alimentation de plus en plus tournée vers la chasse. Pour suivre le gibier sous le soleil brûlant de la savane, augmentait considérablement le besoin d'une régulation efficace de la température corporelle. Et voici ce qui est vraiment intéressant. L'anthropologue et paléobiologiste Nina Jablonski propose que la capacité à dissiper l'excès de chaleur corporelle grâce à une transpiration efficace a en réalité permis l'agrandissement spectaculaire du cerveau, l'organe humain le plus sensible à la chaleur. Ainsi, la perte de poils n'était pas seulement une question de rester au frais. Elle a potentiellement facilité d'autres adaptations, physiques et comportementales, qui ont différencié les humains des autres primates. Certains chercheurs pensent que la sélection sexuelle a accéléré ces changements. En choisissant des partenaires moins poilus, Homo erectus aurait pu accélérer des transformations initialement déclenchées par les pressions de la sélection naturelle. Cette adaptation glabre soulève une autre question fascinante. Qu'en est-il de la couleur de la peau? La plupart des mammifères ont une peau claire recouverte de poils, et les biologistes estiment que les premiers ancêtres humains étaient eux aussi ainsi. Mais cela a changé avec Homo erectus. Les analyses génétiques suggèrent qu'une forte activité du gène du récepteur de la mélanocortine 1, MC-INR, responsable de la peau foncée, remonte à environ 1,2 million d'années, soit l'époque d'Homo erectus. La pigmentation sombre, en particulier la mélanine, a servi d'écran solaire naturel, aidant à prévenir les lésions cutanées et à réduire le risque de maladies comme le cancer de la peau dans les régions à forte exposition solaire. Avoir une peau foncée aurait donné à Homo erectus un avantage de survie en offrant une meilleure protection contre les rayons intenses du soleil. Cependant, à mesure que les populations d'Homo erectus se sont étendues vers des latitudes plus élevées, où l'ensoleillement est moins intense, elles ont potentiellement développé une peau plus claire pour éviter les carences en vitamine D. Si l'on considère le modèle des migrations humaines modernes, les premiers Homo sapiens sont apparus en Afrique sous le soleil tropical, puis ont migré vers l'Asie et l'Europe. Étant donné qu'Homo erectus a eu encore plus de temps pour se répandre et s'adapter en Asie et en Europe, il est raisonnable de supposer qu'ils ont montré une flexibilité similaire de teinte de peau à celle que nous observons aujourd'hui chez les populations humaines modernes. Pour appuyer cette théorie, un spécimen d'Homo erectus vieux de 500 000 à 300 000 ans, découvert en Turquie, a été diagnostiqué comme porteur du plus ancien cas connu de méningite tuberculeuse, une maladie généralement aggravée chez les personnes à la peau foncée vivant à haute latitude à cause de la carence en vitamine D. Cela suggère que cet individu pouvait avoir une peau foncée dans un environnement où une peau plus claire aurait été avantageuse. Peut-être cela indique-t-il que l'adaptation de la couleur de peau était encore en cours d'évolution chez ces populations d'Homo erectus vivant dans le Nord. Un autre aspect fascinant de la biologie d'Homo erectus concerne le développement du cerveau. Un spécimen vieux de 1,1 million d'années, appelé Mojocerto 1 et découvert à Java, est mort à environ 1 an. Pourtant,
Il avait déjà atteint entre 72 et 87% de la taille moyenne du cerveau adulte. À titre de comparaison, les enfants humains modernes d'1 an n'ont généralement atteint qu'environ 50% de la taille de leur cerveau adulte. Cela révèle quelque chose de remarquable. Homo erectus avait une trajectoire de croissance cérébrale plus rapide, plus proche de celle des grands singes, que des humains modernes. Cela indique qu'Homo erectus n'était probablement pas cognitivement comparable aux humains actuels, et que notre enfance prolongée, ainsi que notre longue période de dépendance, due au temps considérable requis pour la maturation du cerveau, a évolué beaucoup plus tard dans l'évolution humaine, peut-être chez l'ancêtre commun entre Homo sapiens et Néandertal. Bien qu'Homo erectus n'ait pas atteint les capacités intellectuelles des humains modernes, il se situait tout de même au sommet de la hiérarchie cognitive de son époque. Leur cerveau plus grand et leurs outils avancés suggèrent des capacités de résolution de problèmes et une complexité sociale bien supérieures à celles des espèces humaines plus anciennes. Certains scientifiques distinguent l'Homo erectus africain, qu'ils appellent Homo ergaster, de l'Homo erectus asiatique, Homo erectus sensu stricto, en raison de caractéristiques légèrement différentes. Par exemple, le visage des individus africains tend à être plus haut et moins large au niveau des orbites. Mais il convient de noter que les humains modernes présentent également des variations régionales de caractéristiques physiques, sans pour autant être divisés en espèces distinctes. De nombreux chercheurs préfèrent donc regrouper ces populations sous le nom d'Homo erectus, ce qui est non seulement plus logique d'un point de vue taxonomique, mais aussi plus simple pour discuter de leur histoire évolutive. D'où vient Homo erectus ? Il est généralement admis qu'Homo erectus descend d'une espèce plus ancienne, Homo habilis, un membre précoce du genre Homo, qui possédait encore des traits simiesques, tels que de longs bras et un visage modérément prognate. Cette transition se serait produite il y a environ 2 millions d'années. Cependant, cette trajectoire évolutive simple a été remise en question, car les fossiles d'Homo habilis et d'Homo erectus montrent qu'ils ont coexisté pendant au moins un demi-million d'années. Cela suggère soit qu'un groupe isolé d'Homo habilis a évolué vers Homo erectus, tandis que d'autres populations sont restées inchangées, soit qu'Homo erectus pourrait être issu d'une espèce primitive encore inconnue. Un autre débat concerne le lieu d'évolution d'Homo erectus, puisque des fossiles datés d'environ 2 millions d'années ont été découverts, à la fois en Afrique et en Chine. Une étude de 2011 a suggéré qu'Homo habilis fut le premier à atteindre l'Asie occidentale depuis l'Afrique, et qu'Homo erectus s'y développa avant de se disperser en Asie de l'Est, en Asie du Sud-Est, et de retourner en Afrique, où il évolua finalement vers les humains modernes. D'autres études soutiennent qu'Homo erectus s'est développé en Afrique, où des populations distinctes ont finalement conduit à l'émergence d'espèces ultérieures, telles qu'Homo heidelbergensis, et, en fin de compte, à notre propre espèce, Homo sapiens. Au début de son existence, il y a environ 1,9 million d'années, Homo erectus coexistait en Afrique de l'Est avec plusieurs autres espèces humaines, dont Homo rudolfensis, Homo habilis et Paranthropus boisei. Parfois, des fossiles de ces différentes espèces ont même été retrouvés sur les mêmes sites, suggérant qu'elles partageaient territoire et ressources. Vers la fin de son existence, il y a environ 100 000 ans, Homo erectus a peut-être coexisté avec Homo floresiensis en Indonésie. Compte tenu de la chronologie et de la position géographique, il est également très probable qu'ils aient interagi, voire se soient déjà croisés, avec les mystérieux Denisoviens en Asie du Sud-Est. Cela pourrait potentiellement expliquer les génomes fantômes détectés dans les restes dénisoviens, extraits d'un simple fragment d'auriculaire et de 2 molaires découverts dans la grotte de Denisova, en Sibérie. Comment Homo erectus chassait-il et se nourrissait-il ? La chasse de persistance a été proposée comme stratégie clé pour l'acquisition de viande, grâce à leur bipédie, leur morphologie élancée et leur peau nue, qui permettait une régulation thermique efficace par la transpiration lors de poursuites prolongées. Homo erectus aurait pu courir jusqu'à 5 heures et demie sans eau, un avantage considérable pour épuiser ses proies, ce qui en faisait des chasseurs redoutablement efficaces.
Leur stratégie de chasse et leur choix de proie dépendaient des ressources disponibles dans leurs régions respectives. Mais Homo erectus est généralement considéré comme un chasseur-cueilleur polyvalent, se nourrissant d'une grande variété d'animaux. Des preuves suggèrent qu'il chassait des oiseaux, des cerfs, des sangliers et même des éléphants. En 1988, des scientifiques ont découvert près d'Olo, au Kenya, les restes d'un éléphant et de nombreux squelettes démembrés de babouins géants aujourd'hui disparus, accompagnés de 400 outils de pierre, datant de 790 000 à 992 000 ans. De nombreux os portaient des marques de découpe évidentes et les membres des animaux étaient absents. Si ces animaux avaient été effectivement chassés plutôt que charognés, cela aurait nécessité une grande compétence pour abattre de telles créatures, ce qui suggère que Homo erectus chassait en groupe coopératif. Cela indique aussi qu'il disposait probablement d'une forme primitive de langage ou de communication. Comme chez les chasseurs-cueilleurs actuels, tels que les Boshimans du Kalahari ou les aborigènes d'Australie, la viande ne constituait qu'une partie de leur alimentation. D'autres sources alimentaires comprenaient serpents, oiseaux et leurs œufs, criquets, scorpions, mille-pattes, tortues, rongeurs, hérissons, poissons et crustacés. Même les enfants pouvaient attraper beaucoup de ces petites proies, avant d'être autorisés à accompagner les adultes dans des chasses plus dangereuses. Les plantes, feuilles charnues, fruits, noix, racines et tubercules étaient aussi essentielles. Par exemple, des accumulations de graines d'orme ont été retrouvées dans les dépôts de la grotte de Zhukudian en Chine, là où furent découverts les célèbres fossiles d'Homo erectus, l'homme de Pékin. Tout indique donc qu'Homo erectus était omnivore, adoptant une stratégie alimentaire opportuniste offrant une flexibilité maximale. Les humains modernes sont les plus opportunistes de tous les primates vivants, et Homo erectus fut probablement l'une des premières espèces humaines à développer cette caractéristique, ce qui lui conféra adaptabilité et souplesse évolutive. Cependant, malgré leurs compétences de chasseurs, ils étaient aussi des proies. 2/3 des fossiles d'Homo erectus retrouvés à Longshan, en Chine, montrent des traces correspondant aux dents de carnivores, très probablement celles de hyènes. Un crâne écrasé y portait même des marques parfaitement adaptées aux dents d'une hyène géante disparue, Pachycrocuta brevirostris. Une autre grotte de Zhukudian contenait des restes épars d'individus Homo erectus, dispersés sur près de 9 mètres de diamètre. L'analyse a montré que 67% de ces restes portaient des marques de morsure attribuées à de grands carnivores mammifères. Homo erectus vivait donc dans un environnement de compétition intense et de vigilance constante face aux prédateurs, ce qui renforçait l'importance de la coopération et de la vie en groupe pour la protection. Mais certains, moins chanceux, ont indéniablement terminé en repas pour les prédateurs anciens. Quels outils Homo erectus utilisait-il ? Ils commencèrent avec des hachereaux simples mais efficaces pour la chasse et le dépeçage. Plus tard, au fil de leur évolution, ces hachereaux devinrent de plus en plus sophistiqués, marquant des avancées significatives dans leur technologie et reflétant les progrès mentaux de ces premiers humains. Les plus anciens hachereaux, associés à Homo erectus, proviennent des gorges d'Olduvai en Tanzanie, où ils furent retrouvés en grande quantité. Ces outils anciens étaient de conception simple, principalement basés sur des galets. Un galet de rivière, ou une pierre similaire, était frappé par un percuteur sphérique pour détacher des éclats et créer un tranchant, souvent avec une pointe acérée. L'extrémité émoussée de l'outil est appelée surface proximale, et l'extrémité tranchante, la surface distale. Un hominidé pouvait saisir la surface proximale et abattre violemment la surface distale sur un os ou un tubercule afin de le briser. Quelques centaines de milliers d'années plus tard, l'évolution des outils d'Homo erectus donna naissance à des hachereaux plus complexes, appelés bifaces acheléens, développés vers 1,76 million d'années, comme ceux trouvés à Saint-Acheul en France. Les outils acheléens ne se caractérisaient pas par un simple noyau, mais par un biface, un outil de pierre taillé sur les 2 faces. La forme la plus notable était le coup de poing, ou hache biface. Les premiers bifaces acheléens sont apparus dans la région de Turkana, au Kenya, et à peu près à la même époque en Afrique australe.
Ces outils étaient alors plus grands, plus lourds, et possédaient des tranchants aiguisés, façonnés des deux côtés en forme de gouttes d'eau. Contrairement aux outils plus anciens, souvent le résultat d'une opération fortuite et improvisée, visant à obtenir un simple tranchant, l'outil hacheléen est le produit d'un processus de fabrication sophistiqué et planifié. Le tailleur commençait par un ébauchon, soit un gros galet, soit une dalle détachée d'un rocher. À partir de cette pièce, il détachait de grands éclats pour les utiliser comme noyaux. En plaçant un de ces noyaux sur une pierre enclume, il frappait le bord exposé à l'aide de coups centripètes, portés avec un percuteur dur afin d'ébaucher l'outil. Ensuite, la pièce devait être retravaillée avec un percuteur tendre en bois ou en os, pour obtenir un outil finement retouché, présentant deux surfaces convexes qui se rejoignaient en un tranchant acéré. Ces hachereaux, plus complexes, persistèrent pendant plus d'1 million d'années, sans grand changement depuis les premières versions, ce qui témoigne de leur efficacité et du fait qu'aucune amélioration n'était jugée nécessaire. Même si les restes fossiles de leurs fabricants ne sont pas toujours retrouvés avec les outils. Ces bifaces constituent une archive claire de l'évolution de l'innovation, de l'artisanat, de l'intelligence acquise et du comportement social d'une communauté humaine prémoderne sur une période d'1 million d'années. Homo erectus produisait également d'autres outils. Des preuves montrent qu'il fabriquait des instruments à partir de coquillages sur les sites de Sangiran et de Trinil. On retrouve fréquemment, sur des sites paléolithiques inférieurs africains et chinois, des pierres sphériques mesurant entre 6 et 1200 nanomètres, parfois plus petites, 2,4 à 4,1 cm de diamètre. Celles-ci auraient pu être utilisées comme bolas, des armes de jet constituées de poids reliés par des cordes servant à entraver les proies. Mais, au-delà des outils, Homo erectus construisait-il des abris? Les indices suggèrent que oui. Il est probable qu'ils érigeaient des huttes de branches atteignant jusqu'à 15 mètres de long, parfois avec des dalles de pierre ou des peaux animales comme revêtement de sol. Les premières habitations étaient sans doute de simples parevents faits de peaux tendues sur une armature. Le plus ancien abri reconnu de cette époque fut découvert en 1960 sur le site de Terra Amata, près de Nice, en France. Il s'agissait d'un ensemble de 12 structures ovales, mesurant entre 8 et 15 mètres de long et de 4 à 6 mètres de large. Homo erectus y utilisait le feu pour se réchauffer, et les foyers étaient pointés et délimités par de petits cercles de pierre entourant des fosses creusées pour le bois. Un autre site remarquable fut découvert près de l'actuel Bilzingsleben, en Allemagne de l'Est, où des humains anciens, probablement Homo erectus, bien que certains chercheurs y voient dit ou plutôt Homo heidelbergensis, vivaient il y a environ 350 000 ans, sans honte. Ils construisaient des abris circulaires avec des fondations de pierre et d'os, mesurant entre 3 et 4 mètres de diamètre. Au centre de chaque cercle, les archéologues ont retrouvé une défense d'éléphant, qui aurait pu servir de poteau central. Ces découvertes révèlent une espèce au comportement bien plus complexe qu'on ne l'imaginait auparavant, capable de modifier son environnement, de créer des espaces protégés, d'utiliser le feu pour se chauffer et se protéger, et d'organiser son habitat de façon à suggérer une structure sociale et une coopération. Dans le prochain segment, nous explorerons l'une des technologies les plus révolutionnaires maîtrisées par Homo erectus, le feu, et comment cette découverte a fondamentalement transformé le cours de l'évolution humaine. L'un des aspects les plus décisifs de la culture d'Homo erectus fut sa maîtrise du feu. L'usage contrôlé du feu transforma profondément l'évolution humaine. Il permit à nos ancêtres de tenir les prédateurs à distance, de prolonger leurs activités au-delà du coucher du soleil, de cuire leurs aliments et, finalement, de coloniser des régions plus froides. Pouvoir produire et entretenir le feu signifiait qu'Homo erectus disposait d'un contrôle inédit sur son environnement et son alimentation, dans des proportions qu'aucune espèce antérieure n'avait atteintes. La cuisson des aliments fut particulièrement révolutionnaire. La viande cuite n'était pas seulement plus sûre, avec moins de pathogènes, mais elle était aussi beaucoup plus facile à digérer. La cuisson brise les fibres résistantes de la viande et des végétaux, permettant une extraction plus efficace des nutriments avec moins d'efforts digestifs.
Cela aurait contribué à la réduction de la taille de l'intestin observée dans les fossiles d'Homo erectus par rapport aux hominines plus anciens, libérant potentiellement de l'énergie pour le développement cérébral. Mais la question de savoir quand nos ancêtres ont réellement maîtrisé le feu demeure l'un des débats les plus animés de la paléoanthropologie. Pourquoi? Parce que les foyers se conservent très mal sur de très longues périodes, encore moins sur des centaines de milliers ou des millions d'années. Malgré ces difficultés de conservation, Homo erectus est largement reconnu comme le premier ancêtre humain à avoir utilisé le feu. Bien que la chronologie précise reste controversée, les plus anciens sites revendiqués incluent Koobi-Fora au Kenya, daté d'environ 1,5 million d'années, et la grotte de Wonderwerk en Afrique du Sud, où des indices suggèrent un usage contrôlé du feu dès 1,7 million d'années. Ces datations précoces restent toutefois discutées, certains chercheurs estimant que les preuves ne sont pas concluantes. Il est probable que les premiers, gardiens du feu, d'Homo erectus, se contentaient de transporter et d'entretenir des feux naturels pendant de longues périodes, plutôt que de les allumer eux-mêmes. Ils pouvaient, par exemple, récupérer des flammes issues d'éclairs ou d'incendies de broussailles, puis les maintenir grâce à des matériaux à combustion lente, comme la bouse, capables de garder la braise vivante. De manière intéressante, le feu devient beaucoup plus abondant dans les archives archéologiques à partir de 400 000 à 300 000 ans. Cette augmentation significative pourrait indiquer soit des progrès dans les techniques d'allumage, soit que les ancêtres humains n'ont réellement maîtrisé l'allumage du feu qu'à cette époque. Il est tout à fait possible que la technologie d'allumage ait été inventée, perdue, puis redécouverte à plusieurs reprises par différentes communautés d'Homo erectus, plutôt qu'inventée une seule fois et diffusée. Les difficultés de conservation des outils liés à l'allumage du feu rendent ce point presque impossible à trancher avec certitude. Les premières preuves, vraiment concluantes de foyers délibérément construits, proviennent du site de Gesher Benot Yaakov, en Israël, daté de plus de 700 000 ans. Ce qui rend ce site particulièrement convaincant, c'est que des traces de feu apparaissent dans plusieurs couches archéologiques, dans une zone proche de l'eau, des conditions très improbables pour des feux naturels, suggérant fortement un usage intentionnel et contrôlé. L'avènement du feu eut également des implications sociales profondes. La longue histoire des humains assis autour d'un feu, racontant des histoires, a probablement commencé avec Homo erectus. Cette pratique aurait eu un effet massif sur l'évolution des capacités sociales et peut-être sur la complexité des systèmes de communication. Rassemblés autour de la sécurité et de la chaleur des flammes, les premiers humains disposaient de nouvelles occasions pour renforcer les liens sociaux, partager des connaissances et planifier collectivement. Certains chercheurs proposent que cette activité accrue autour du feu ait stimulé le besoin de transmettre des idées plus complexes, favorisant ainsi le développement d'un langage plus élaboré. La lumière des flammes prolongeait les heures d'éveil dans la nuit, créant du temps pour des activités sociales, dépassant les simples tâches de survie. Peut-être les prémices de la culture telle que nous la concevons aujourd'hui. Ces blessures étaient-elles causées par des guerres entre groupes, par des accidents de chasse ou par des rivalités internes? Il est difficile de l'affirmer avec certitude, mais elles suggèrent que la violence était bien présente dans la société d'Homo erectus. Plus encore, certains sites archéologiques contiennent des ossements humains présentant des marques de coupe similaires à celles retrouvées sur les animaux dépecés avec des outils d'Homo erectus. Ces indices, mis au jour dans des sites allant d'Afrique du Sud jusqu'à la Croatie, ont conduit certains scientifiques à spéculer que le cannibalisme aurait pu faire partie du comportement de l'espèce pendant des centaines de milliers d'années. Cela ne serait pas entièrement surprenant d'un point de vue évolutif. Des preuves indiquent que même Homo sapiens a pratiqué le cannibalisme dans un passé relativement récent. Dans la grotte de Gouff, au Royaume-Uni, des anthropologues ont découvert des marques de morsures sur des os humains vieux de 15 000 ans, suggérant une consommation délibérée. Les traces montrent que les anciens consommateurs tentaient d'extraire chaque fragment de muscle nutritif. Les chercheurs ont aussi trouvé des centaines de marques de découpe et des incisions rituelles sur des ossements, ainsi que des crânes apparemment transformés en coupe. De même, des crânes d'Homo erectus datant de 500 000 ans, retrouvés dans les grottes de Longushan en Chine, semblent avoir été détachés du corps et conservés, probablement comme trophées. Certains chercheurs spéculent que le but était rituel,
peut-être pour acquérir symboliquement la force ou les qualités du défunt. Cependant, d'autres avancent que ces marques pourraient en réalité avoir été faites par de grandes hyènes plutôt que par d'autres hominines. Homo erectus pouvait-il parler? Cette question touche à l'une des transitions les plus cruciales de l'évolution humaine, le développement du langage. Certains scientifiques ont théorisé qu'Homo erectus devait posséder une forme rudimentaire de langage, puisqu'il devait communiquer pour organiser des chasses ou transmettre les savoirs liés à la fabrication d'outils. Pourtant, les parties de son cerveau associées au raisonnement, au symbolisme et à l'imagination semblent relativement sous-développées comparées à celles de l'homme moderne. Le lobe frontal, où se produit la pensée complexe chez nous, était proportionnellement plus petit chez Homo erectus. De plus, le canal de la moelle épinière dans ses vertèbres était plus étroit que chez l'homme moderne, ce qui limite les connexions nerveuses entre le cerveau et les muscles, contrôlant la respiration et la vocalisation. Beaucoup de chercheurs estiment que Homo erectus ne possédait pas la version moderne du gène FOXP2, souvent surnommé le gène du langage. Ce gène, crucial pour le développement neuronal nécessaire à la parole, n'existe dans sa forme actuelle que chez l'homme moderne et chez les néandertaliens. Sur la base de ces contraintes anatomiques, de nombreux scientifiques pensent que Homo erectus communiquait surtout par de simples vocalisations, des gestes et des expressions faciales, plutôt que par un langage complexe avec grammaire et syntaxe. Il aurait peut-être utilisé un vocabulaire limité de sons distincts pour signaler la nourriture, les dangers ou le statut social. Même dans cette forme élémentaire, la communication d'Homo erectus représentait un bond significatif par rapport aux espèces hominines précédentes. Le savoir nécessaire pour fabriquer un outil acheléen, par exemple, aurait été difficile à transmettre sans une forme de communication démonstrative, accompagnée d'instructions vocales. Si l'on imagine le langage sur un spectre, avec celui de l'homme moderne au sommet de la complexité, Homo erectus représenterait une étape intermédiaire cruciale, incapable d'une communication abstraite et symbolique comme la nôtre, mais bien plus avancée que tout ce qui avait existé auparavant. En quelque sorte, si notre langage moderne équivaut aux technologies les plus avancées, celui d'Homo erectus serait comparable à la Ford T, rudimentaire selon nos critères, mais révolutionnaire pour son époque, et posant les bases essentielles de ce qui allait suivre. Homo erectus créait-il de l'art? Jusqu'à récemment, les plus anciennes traces d'art géométrique connues dataient d'il y a 70 000 à 100 000 ans, des motifs gravés dans des grottes sud-africaines par les premiers Homo sapiens. Ces gravures ont longtemps été interprétées comme des signes de modernité comportementale, témoignant de l'entrée de notre espèce dans un univers sophistiqué d'abstraction et de symbolisme. Mais une découverte remarquable a repoussé l'origine de l'art beaucoup plus loin, peut-être jusqu'à Homo erectus. Un motif en zigzag gravé sur une coquille fossilisée de Java, en Indonésie, a été daté à environ 430 000 ans. Il pourrait s'agir de la plus ancienne gravure connue au monde, démontrant qu'Homo erectus possédait à la fois la dextérité manuelle et peut-être la pensée symbolique nécessaire à une expression artistique. Le motif consiste en une ligne en zigzag avec 3 angles formant une sorte de M, accompagné de lignes parallèles plus superficielles, et d'un autre zigzag formant une figure rappelant une méridienne. Une étude menée par la biologiste marine Joséphine Jordans et ses collègues a conclu que la morphologie des gravures, l'intérieur des sillons et la différence de rugosité avec le reste de la coquille démontrent que ces incisions ont été volontairement réalisées avant l'enfouissement et l'altération naturelle de la coquille. D'autres indices possibles d'une expression artistique d'Homo erectus incluent les Vénus de Tantan et de Berekhat-Ram, 2 objets du Paléolithique moyen, interprétés comme des formes humaines retouchées. Bien que ces objets aient été façonnés en grande partie par l'érosion naturelle, ils semblent avoir été légèrement modifiés pour accentuer certains traits, des lignes suggérant des cheveux, des membres ou des yeux. La première porte même des traces de pigments sur sa face avant, ce qui pourrait indiquer qu'elle a été intentionnellement colorée. Homo erectus fut aussi la première espèce humaine connue pour avoir collecté volontairement des pigments rouges, notamment l'ocre. Ce comportement est attesté dès le Paléolithique moyen avec des blocs d'ocre retrouvés à Olduvai Gorge, en Tanzanie, associés à un hominidé vieux,
de 1,44 million d'années, ainsi qu'à Ambrona en Espagne, daté entre 424 000 et 374 000 ans. Dans les deux cas, l'ocre semble avoir été taillé et façonné intentionnellement. À Terra Amata, en France, 425 000, 325 000 ans, on a retrouvé de l'ocre rouge, jaune et brun en association avec des structures en bois. L'ocre aurait probablement été chauffé pour obtenir une gamme de couleurs variées. Comme aucune application pratique claire de l'ocre n'a été démontrée, ces découvertes suggèrent qu'Homo erectus pourrait avoir été la première espèce humaine à manifester un sens esthétique et à penser au-delà des simples besoins de survie. Une autre capacité étonnante, la navigation maritime. Des artefacts découverts sur des îles isolées, qui n'ont jamais été reliées au continent, suggèrent qu'Homo erectus pratiquait la navigation dès il y a 1 million d'années. En Indonésie, sa présence est attestée sur les îles de Flores, Timor et Roti, ce qui implique qu'il a franchi le détroit de Lombok, également appelé la ligne de Wallace, au moins avant 800 000 ans. Ce franchissement n'aurait pas été aisé. Le détroit de Lombok mesure 24 miles de large, 250 mètres de profondeur, et ses courants sont redoutables, car il constitue un passage majeur entre deux océans, l'Indien et le Pacifique. Ces différences de niveau et de température créent des conditions maritimes particulièrement dangereuses. Si Homo erectus a réellement traversé ce détroit, cela signifie qu'il était capable de construire des embarcations sophistiquées et de naviguer dans des eaux périlleuses, un niveau de technologie bien supérieur à ce qu'on lui attribuait auparavant. Cela indiquerait aussi des capacités avancées de communication. Pour coordonner une traversée vers des îles lointaines, il devait exister une forme de langage parlé permettant de planifier et d'exécuter de telles expéditions. Les preuves archéologiques suggèrent également que l'Homo erectus pouvait pratiquer certaines formes de soins de santé et de soutien social. Le premier exemple probable de soins communautaires pour des individus malades ou blessés est un spécimen d'Homo erectus vieux de 1,77 million d'années, découvert en Géorgie, qui avait perdu toutes ses dents, sauf une à cause de l'âge, ou d'une maladie des gencives. C'est le premier exemple connu d'une incapacité sévère à mâcher dans les archives fossiles. Pourtant, cet individu a survécu plusieurs années après cette perte. Incapable de mâcher des aliments durs, il devait probablement se nourrir de plantes ou d'animaux plus tendres, peut-être avec l'aide d'autres membres du groupe. Un autre cas convaincant est celui d'un spécimen juvénile, vieux de 1,5 million d'années, surnommé le garçon de Turkana, qui a été diagnostiqué avec une hernie discale juvénile. Comme cet individu était encore en croissance, cette condition provoquait une scoliose. Ces troubles entraînent généralement des douleurs lombaires récurrentes et une sciatique, douleur descendant dans la jambe, et limiter probablement ses activités comme marcher, se pencher et effectuer d'autres mouvements quotidiens. Le fait que ce jeune ait survécu jusqu'à l'adolescence, malgré ses limitations, suggère l'existence de soins et de soutien communautaire. Un spécimen daté entre 1 million et 700 000 ans présente une ostéophyte marquée sur le fémur, probablement causée par la maladie de Paget ou par l'ostéopétrose, un épaississement anormal des os. Ces conditions provenaient probablement d'une fluorose squelettique due à l'ingestion d'aliments contaminés par des cendres volcaniques riches en fluor, car le fossile a été retrouvé dans des couches de cendres. Cet individu devait avoir de grandes difficultés à marcher et à collecter de la nourriture, un handicap majeur dans une logique de survie. Pourtant, il a vécu plusieurs années avec ces troubles, ce qui fournit à nouveau une preuve de soins avancés au sein du groupe. Pour comparaison, les animaux d'élevage qui broutent dans des champs chargés de cendres volcaniques meurent généralement d'intoxication aiguë au fluor en quelques jours ou semaines. La survie de cet Homo erectus dans des conditions similaires suggère des soins intentionnels de la part des autres membres du groupe. Ces cas de soins apparents chez l'Homo erectus révèlent quelque chose de profond sur leur structure sociale. Au lieu d'abandonner les membres malades ou blessés qui ne pouvaient plus contribuer pleinement à la survie du groupe, comme on pourrait s'y attendre dans une société uniquement centrée sur la survie immédiate, les groupes d'Homo erectus semblaient soutenir leurs individus vulnérables, leur permettant de vivre malgré de graves problèmes de santé.
Cela suggère des niveaux de compassion, de lien social, et peut-être même une compréhension rudimentaire des soins bien au-delà de l'image stéréotypée de l'homme des cavernes. Cela indique que certaines de nos valeurs humaines les plus profondes, prendre soin des malades et des vulnérables, remontent peut-être à près de 2 millions d'années, bien avant l'apparition de notre propre espèce. Mais que s'est-il finalement passé avec l'Homo erectus? Après avoir prospéré pendant près de 2 millions d'années, une durée presque inimaginable comparée à l'existence brève de notre espèce, l'Homo erectus finit par disparaître des archives fossiles. La question de leur extinction reste un sujet de recherche et de débat. L'extinction fut probablement due à plusieurs facteurs, mais la théorie principale repose sur une combinaison de changements climatiques et de compétition avec des espèces humaines plus récentes et plus avancées comme l'Homo heidelbergensis, les Néandertaliens, les Denisoviens et finalement les humains modernes. Une équipe de chercheurs a découvert que l'Homo erectus avait perdu une grande partie de son habitat climatique juste avant de disparaître. Cet élément crucial aide à expliquer leur extinction après une si longue domination. Les espèces prospèrent généralement quand elles disposent de vastes zones interconnectées. Mais lorsque les régions habitables se réduisent et se fragmentent en petites poches isolées, les espèces entrent dans ce que les écologues appellent un vortex d'extinction, une spirale descendante menant à la disparition. Ces réductions d'habitat résultaient de changements climatiques soudains. L'équipe a constaté que l'Homo erectus s'est éteint durant la dernière période glaciaire, commencée il y a environ 115 000 ans. Probablement les conditions climatiques les plus froides jamais rencontrées par cette espèce au cours de son histoire évolutive. Contrairement aux Néandertaliens, qui ont développé des adaptations biologiques et culturelles spécialisées pour le froid extrême, l'Homo erectus semble avoir manqué de la flexibilité cognitive et des innovations technologiques nécessaires pour survivre à de tels bouleversements. Leur technologie d'outils resta relativement inchangée pendant des centaines de milliers d'années, ce qui reflète une certaine conservatisme face aux défis environnementaux. Le dernier foyer de l'Homo erectus se situait sur l'île de Java, en Indonésie, où ils persistèrent après avoir disparu ailleurs. Cette survie prolongée s'explique par la géographie et le climat particulier de Java. Située près de l'équateur, l'île subissait moins de fluctuations de température durant les périodes glaciaires. De plus, son isolement protégeait les derniers Homo erectus de la compétition avec les espèces humaines plus avancées qui se répandaient en Asie continentale. Mais même ce dernier refuge devint finalement inhabitable. Avec le changement climatique, l'environnement de Java passa des forêts claires aux forêts tropicales denses, un habitat très difficile à exploiter pour l'Homo erectus, dont la technologie et les comportements restaient statiques. Une étude controversée a même suggéré que la paresse et le conservatisme avaient contribué à leur disparition. Des chercheurs ont observé que dans la région de Sunda, l'Homo erectus utilisait des pierres locales de faible qualité pour fabriquer ses outils, plutôt que de voyager un peu plus loin pour obtenir de meilleurs matériaux. Ce manque apparent d'innovation ou d'efforts supplémentaires aurait pu devenir désavantageux lorsque l'environnement changea. Mais cette interprétation a été critiquée par de nombreux paléoanthropologues, qui estiment qu'elle impose des jugements de valeur modernes à des hominines évoluant dans des contextes totalement différents. Il est essentiel de reconnaître que le concept même d'extinction n'est peut-être pas le plus exact pour décrire ce qui est arrivé à l'Homo erectus. De nombreux chercheurs pensent aujourd'hui qu'ils ne se sont pas simplement éteints, mais qu'ils ont évolué vers de nouvelles espèces, comme l'Homo heidelbergensis, dans certaines régions. Cette évolution impliquait probablement des croisements avec d'autres espèces d'hominines, créant des échanges génétiques complexes que l'on commence seulement à comprendre grâce à l'analyse de l'ADN ancien. L'histoire de l'Homo erectus soulève donc des questions profondes sur l'évolution humaine et la nature des frontières entre espèces. Plutôt que de voir l'évolution humaine comme une progression linéaire d'une espèce à l'autre, les preuves indiquent de plus en plus un buisson complexe de lignées diverses qui coexistaient, entraient en compétition et se croisaient parfois. L'Homo erectus ne représente pas une expérience ratée ni une impasse évolutive, mais plutôt une base cruciale sur laquelle la diversité humaine ultérieure s'est construite. Un aspect fascinant que nous n'avons pas encore exploré
et leur apparente adaptation aux hautes altitudes. Des découvertes récentes suggèrent que l'Homo erectus a colonisé des environnements en altitude bien plus tôt qu'on ne le pensait. Des preuves archéologiques du plateau tibétain indiquent que des hominines vivaient à plus de 4000 mètres d'altitude, il y a déjà 1,6 million d'années, à une époque où l'Homo erectus dominait en Asie de l'Est. Vivre à une telle altitude présente de graves défis physiologiques. Les humains modernes non adaptés souffrent d'hypoxie, manque d'oxygène, provoquant le mal des montagnes, une capacité physique réduite et parfois des conditions potentiellement mortelles, comme l'œdème pulmonaire ou cérébral. Le fait que l'Homo erectus ait pu survivre dans de tels environnements suggère qu'ils avaient développé des adaptations biologiques pour gérer la raréfaction de l'oxygène, adaptation peut-être transmise aux populations modernes vivant en haute altitude par métissage ou ascendance partagée. Cette colonisation des hautes altitudes démontre encore une fois la remarquable capacité d'adaptation de l'Homo erectus, qui a su s'implanter dans des environnements très variés, des côtes aux montagnes, des forêts tropicales aux savanes ouvertes. L'Homo erectus a prospéré à travers une gamme d'habitats stupéfiante, une polyvalence qui annonçait déjà la diffusion mondiale des espèces humaines ultérieures. Un autre domaine de recherche en cours concerne la relation de l'Homo erectus avec l'eau, au-delà des indices suggérant une possible navigation évoquée plus tôt. Certains chercheurs ont proposé ce que l'on appelle l'hypothèse de l'aquaticité, pour expliquer certains traits d'Homo erectus. Cette théorie controversée suggère que certaines caractéristiques humaines, comme notre relative absence de poils, la répartition de la graisse sous-cutanée et le contrôle volontaire de la respiration, pourraient avoir évolué durant une phase où nos ancêtres passaient beaucoup de temps dans des environnements aquatiques peu profonds, peut-être en pataugeant, en nageant et en récoltant des ressources marines. Bien que la paléoanthropologie dominante ait largement rejeté les versions les plus radicales de cette hypothèse, les preuves s'accumulent sur l'importance des ressources côtières et fluviales dans les stratégies de subsistance d'Homo erectus. Des sites archéologiques situés le long d'anciens rivages révèlent des traces de consommation de coquillages, de traitement de poissons et d'utilisation d'autres ressources aquatiques datant de plusieurs centaines de milliers d'années. La capacité à exploiter ces sources alimentaires riches en protéines et en acides gras oméga 3, favorables au développement cérébral, a pu fournir des avantages nutritionnels cruciaux. Certains chercheurs spéculent de même que cet accès à des nutriments boosters de cerveau a pu contribuer à l'encéphalisation, c'est-à-dire à l'augmentation de la taille du cerveau, qui caractérise l'évolution d'Homo erectus. Nous nous sommes beaucoup concentrés sur la biologie et la technologie d'Homo erectus, mais qu'en est-il de leur vie émotionnelle et sociale ? Bien que nous ne puissions jamais connaître avec certitude les expériences intérieures d'espèces disparues, les preuves archéologiques offrent des indices fascinants. Les soins apportés aux individus blessés ou handicapés, mentionnés plus tôt, suggèrent des liens sociaux dépassant la simple utilité de survie. Le fait que des groupes d'Homo erectus aient soutenu des membres incapables de contribuer pleinement aux activités de subsistance indique l'existence d'attachements émotionnels, et peut-être même de concepts de soins réciproques, allant au-delà du cercle familial immédiat. Certains sites suggèrent aussi d'éventuels comportements rituels. L'agencement des outils en pierre et des restes animaux semble parfois délibéré, plutôt que purement fonctionnel. Bien que nous devions rester prudents avant de projeter nos symbolismes modernes sur des espèces anciennes, ces schémas évoquent les débuts de comportements ritualisés qui auraient pu renforcer l'identité et la cohésion du groupe. La possible collecte et modification d'objets sans utilité évidente, comme des pigments d'ocre et d'autres items potentiellement symboliques, suggère en outre qu'Homo erectus possédait peut-être les bases cognitives d'une appréciation esthétique et d'une pensée symbolique rudimentaire. Ces capacités, bien que probablement beaucoup moins développées que chez les humains modernes, représenteraient une étape cruciale vers les mondes culturels et symboliques riches qui caractériseront les espèces ultérieures. Une autre zone de spéculation intéressante concerne la manière dont Homo erectus comprenait son monde. Sans langage complexe ni écriture,
Leur cadre conceptuel était probablement enraciné dans l'expérience directe, plutôt que dans des catégories abstraites. Leur savoir devait être profondément lié au paysage spécifique, transmis par démonstration et imitation, plutôt que par enseignement explicite. Certains archéologues cognitifs suggèrent donc qu'Homo erectus aurait possédé ce que l'on appelle une culture mimétique, la capacité de représenter des connaissances à travers des mouvements corporels intentionnels, gestes, danse, vocalisation non linguistique. Cette forme de communication, plus sophistiquée que celle des grands singes, mais moins complexe qu'un langage syntaxique complet, leur aurait permis de partager des informations sur la fabrication d'outils, les stratégies de chasse et la connaissance de l'environnement. Cette capacité mimétique pourrait expliquer comment Homo erectus a maintenu des traditions techniques relativement stables sur d'immenses zones géographiques et des périodes très longues, sans écriture ni explication verbale complexe. La stabilité de leurs traditions technologiques sur des centaines de milliers d'années suggère l'existence de systèmes efficaces de transmission du savoir, basés essentiellement sur l'observation et l'imitation. La structure sociale des groupes d'Homo erectus reste hypothétique, mais certains indices proviennent de comparaisons avec les grands singes, les chasseurs-cueilleurs modernes, ainsi que de l'archéologie. Le dimorphisme sexuel, les mâles étant un peu plus grands que les femelles, pourrait indiquer une structure sociale marquée par une certaine dominance ou compétition masculine. Cependant, les stratégies de chasse coopérative observées sur des sites comme Olorgesailie au Kenya suggèrent une coordination entre plusieurs individus, un degré de collaboration qui suppose des relations sociales relativement égalitaires. Le scénario le plus probable est qu'Homo erectus vivait en petites bandes flexibles, à composition mouvante, semblables, mais peut-être moins complexes, à celles des chasseurs-cueilleurs modernes. Dans ces groupes, les savoirs concernant les ressources, les territoires et les techniques étaient partagés par démonstration directe et accumulés par l'expérience. Les anciens pouvaient avoir une grande valeur en tant que réservoir de connaissances environnementales. Savoir où trouver de l'eau en période de sécheresse, quelles plantes étaient comestibles selon les saisons, ou comment anticiper les migrations animales grâce à des signaux subtils de l'environnement. À mesure que nous reconstituons l'histoire d'Homo erectus à partir de fossiles fragmentaires et de données archéologiques, une chose devient de plus en plus claire. Ce n'étaient pas de simples créatures primitives, à peine distinctes de leurs ancêtres simiesques. Ils étaient des êtres complexes, dotés d'adaptations remarquables, de vie sociale et de capacités cognitives qui leur ont permis de prospérer à travers d'immenses périodes et espaces. Leur héritage subsiste non seulement dans les archives fossiles, mais peut-être aussi dans notre génome et nos comportements. Des études génétiques récentes ont identifié de l'ADN archaïque chez l'homme moderne, qui ne correspond ni aux Néandertaliens ni aux Dénisoviens. Certains chercheurs spéculent que ce matériel génétique pourrait représenter une contribution d'Homo erectus à notre génome, issu d'événements d'hybridation avant la divergence complète de notre espèce par rapport aux autres lignées hominines. Si cela se confirmait, cela signifierait qu'Homo erectus vit en nous non seulement comme espèce ancêtre, mais aussi comme contributeur direct à la diversité génétique humaine moderne. Encore plus profond est l'héritage culturel et technologique d'Homo erectus. Nombre des technologies et adaptations fondamentales qui définissent l'humanité, l'usage contrôlé du feu, la fabrication d'outils sophistiqués en pierre, l'expansion géographique, la chasse coopérative, ont émergé ou se sont développés de manière significative durant le long règne d'Homo erectus. En un sens très concret, ils ont jeté les bases de tout ce qui allait suivre dans l'évolution humaine. Lorsque nous réfléchissons au parcours extraordinaire de l'Homo erectus, couvrant 2 millions d'années d'histoire de la Terre, 3 continents et d'innombrables changements environnementaux, nous mettons en perspective notre propre existence. L'Homo sapiens moderne n'existe que depuis environ 300 000 ans, soit environ 15% de la durée d'Homo erectus. Notre civilisation mondiale, avec ses villes, son agriculture et sa technologie numérique, représente moins de 1% de ce laps de temps. Le long succès d'Homo erectus nous rappelle que la réussite évolutive ne se mesure pas seulement à la complexité technologique ou à la sophistication culturelle, mais à l'adaptabilité et à la résilience face au changement. À ce titre,
Homo erectus se classe parmi les mammifères les plus réussis, pas seulement parmi les hominines, à avoir foulé la Terre. Leur histoire nous invite aussi à reconsidérer ce que signifie être humain. Le récit traditionnel de l'évolution humaine décrit souvent une progression linéaire du primitif vers l'avancée, chaque nouvelle espèce étant perçue comme une amélioration de la précédente. Mais l'image qui se dégage de la paléoanthropologie est bien plus complexe et intéressante. Un arbre généalogique riche et ramifié d'espèces humaines diverses, chacune avec ses adaptations et capacités uniques, parfois en compétition, parfois en hybridation. Homo erectus n'était pas une expérience ratée ni un brouillon imparfait de l'humanité. C'était une espèce extraordinairement réussie en elle-même, avec des adaptations parfaitement adaptées à son époque et à son environnement. Le fait qu'elle ait fini par céder la place à d'autres espèces humaines, y compris la nôtre, n'enlève rien à son immense réussite dans l'exploration de tant de traits et technologies que nous considérons aujourd'hui comme fondamentalement humains. Dans un monde où notre propre espèce fait face à des défis environnementaux sans précédent, du changement climatique à l'épuisement des ressources, l'histoire d'Homo erectus nous offre à la fois inspiration et avertissement. Leur extraordinaire adaptabilité leur a permis de prospérer dans des environnements variés pendant une durée presque inimaginable. Mais même eux n'ont pas pu surmonter la combinaison de changements climatiques rapides et de la concurrence d'espèces plus avancées technologiquement. En fin de compte, peut-être que la contribution la plus profonde d'Homo erectus à l'évolution humaine n'a pas été une technologie particulière, mais l'invention d'un nouveau créneau adaptatif humain. Cette niche écologique unique repose sur l'utilisation d'innovations culturelles et technologiques pour amortir les défis environnementaux, plutôt que sur de simples adaptations biologiques nécessitant des milliers de générations pour évoluer. Homo erectus fut la première espèce à étendre substantiellement cette approche distinctement humaine de la survie. Alors que les hominines plus anciens montraient des lueurs d'adaptation culturelle, Homo erectus porta cette stratégie à des niveaux sans précédent. Il fabriquait divers outils, maîtrisait le feu, s'étendait dans des environnements difficiles et développèrent des systèmes sociaux qui permettaient au savoir de s'accumuler et de se diffuser à travers les générations. Ce changement modifia fondamentalement le cours de l'évolution humaine. La sélection naturelle commença à agir non seulement sur les traits physiques, mais de plus en plus sur les capacités cognitives et sociales qui renforçaient l'innovation et la transmission culturelle. Le résultat fut une boucle de rétroaction entre l'évolution biologique et culturelle qui produirait finalement notre propre espèce avec sa capacité sans précédent à la pensée symbolique, au langage complexe et à l'innovation technologique. Des fouilles récentes sur des sites en Éthiopie ont mis au jour des preuves qui remettent en question les vues traditionnelles des capacités d'Homo erectus. Les outils en pierre trouvés à Gona montrent un niveau d'artisanat auparavant jugé hors de leur portée. Les instruments précisément façonnés révèlent une sélection minutieuse des matières premières et des techniques de taille sophistiquées qui nécessitaient non seulement une dextérité manuelle, mais aussi une planification avancée et un raisonnement spatial. Ce qui est particulièrement frappant à propos de ces découvertes, c'est leur ancienneté. Datés d'environ 1,66 million d'années, ils montrent qu'Homo erectus atteignit ce niveau de sophistication technologique bien plus tôt qu'on ne le pensait. Cela repousse la chronologie de la cognition avancée dans l'évolution humaine et suggère que les capacités mentales d'Homo erectus ont été systématiquement sous-estimées. La répartition géographique de ces outils avancés nous renseigne également sur les sociétés d'Homo erectus. Des traditions technologiques similaires ont été retrouvées dans des régions très éloignées, ce qui suggère une forme de mécanisme de transmission culturelle permettant aux innovations de se diffuser entre différents groupes d'Homo erectus. Cela laisse entrevoir des réseaux sociaux et des contacts intergroupes qui auraient facilité non seulement le partage technologique, mais aussi potentiellement l'échange de partenaires, d'informations sur les ressources et d'autres savoirs cruciaux pour la survie. Un autre aspect négligé de la vie d'Homo erectus concerne leurs relations avec d'autres espèces. Au-delà de la chasse et de l'évitement des prédateurs, des preuves émergentes indiquent qu'Homo erectus aurait pu s'engager dans des formes de proto-domestication, les débuts des relations complexes entre humains et autres espèces qui se transformeraient plus tard en domestication complète. Sur plusieurs sites d'Homo erectus,
Les archéologues ont trouvé des concentrations inhabituelles de certaines espèces animales qui ne correspondent pas au schéma naturel d'accumulation. Ces concentrations pourraient représenter les premières preuves que les humains créaient des niches écologiques attirant des animaux particuliers, peut-être en dégageant des zones de végétation ou en créant des points d'eau qui attiraient certaines proies. Bien que cela soit loin des programmes d'élevage intentionnels qui caractérisent la véritable domestication, cela représente les premières étapes vers la manipulation humaine des trajectoires évolutives d'autres espèces, comme un processus qui transformerait finalement les loups en chiens, les céréales sauvages en culture, et remodèlerait la biosphère terrestre de multiples façons. Les implications cognitives d'une telle manipulation environnementale sont significatives. Cela suggère qu'Homo erectus possédait une certaine compréhension de la cause et de l'effet sur de longues périodes. Il reconnaissait que modifier le paysage de certaines manières attirerait des animaux particuliers, rendant potentiellement la chasse plus prévisible et plus efficace. Cette capacité d'ingénierie environnementale représente une autre façon par laquelle Homo erectus transcenda les espèces hominines antérieures. Plutôt que de simplement s'adapter à leur environnement, ils commencèrent la pratique distinctement humaine, consistant à adapter l'environnement à leurs besoins. Une stratégie qui atteindrait son apogée dans la civilisation humaine moderne, mais qui trouve ses racines dans le comportement de ses pionniers anciens. La question de la conscience chez Homo erectus demeure l'un des aspects les plus fascinants et les plus insaisissables de leur existence. Bien que nous ne puissions jamais accéder directement à l'expérience subjective d'une espèce éteinte, le registre archéologique fournit des indices alléchants sur leur monde mental. Le niveau de planification évident dans leurs outils les plus sophistiqués suggère qu'ils possédaient ce que les psychologues appellent la conscience autonoétique, la capacité de se projeter mentalement dans le futur et de planifier en conséquence. Cette capacité de voyage mental dans le temps représente un bond cognitif crucial au-delà de la conscience principalement tournée vers le présent de la plupart des animaux non humains. De même, leurs soins envers les membres blessés du groupe indiquent une forme d'empathie et peut-être même une théorie de l'esprit, la capacité de reconnaître que les autres ont des états mentaux différents des siens. Les soins à long terme attestés par des blessures cicatrisées dans certains fossiles suggèrent qu'ils pouvaient comprendre la souffrance des autres et étaient motivés à la soulager. Des capacités cognitives et émotionnelles que nous associons généralement à une conscience avancée. Encore plus intrigants sont les indices de sensibilité esthétique et de pensée potentiellement symbolique dans leur collection de matériaux colorés et leur possible production artistique. Ces comportements suggèrent qu'Homo erectus aurait pu connaître des états subjectifs allant au-delà du simple calcul de survie, peut-être même les débuts de l'appréciation esthétique, de la curiosité et de l'émerveillement qui caractérisent la conscience humaine que nous connaissons aujourd'hui. Bien que leur monde mental ait sans doute été différent du nôtre, dépourvu de l'ossature du langage complexe et des connaissances culturelles accumulées qui façonnent la conscience humaine moderne, ce serait une erreur de voir Homo erectus comme de simples automates guidés par l'instinct. Les preuves archéologiques dressent le portrait d'êtres aux expériences subjectives riches, aux liens sociaux, au savoir accumulé et peut-être même au début de la pensée symbolique. À mesure que nous continuons à mettre au jour de nouvelles preuves et à développer des techniques d'analyse plus sophistiquées, notre compréhension d'Homo erectus continue d'évoluer. Les innovations méthodologiques récentes ont permis aux chercheurs d'extraire de nouveaux types d'informations à partir de fossiles étudiés depuis longtemps, révolutionnant notre image de ces humains anciens. Des techniques d'imagerie avancées, comme la microtomographie, ont révélé des structures internes des os, qui fournissent des aperçus sur les schémas de croissance, l'alimentation et les conditions de santé invisibles à l'examen externe. L'analyse isotopique des dents a ouvert des fenêtres sur les schémas de migration saisonnière et les changements alimentaires au cours de la vie des individus. L'analyse des protéines anciennes a commencé à compléter les études ADN, offrant des preuves moléculaires à partir de spécimens trop anciens pour que le matériel génétique ait survécu. Ces avancées méthodologiques ont transformé Homo erectus d'une espèce relativement statique et unidimensionnelle dans les manuels en une branche dynamique, diversifiée et complexe de l'arbre de la famille humaine.
Nous reconnaissons désormais des variations régionales significatives, des changements évolutifs au fil du temps, et des adaptations nuancées à différents environnements, qui brossent un tableau bien plus sophistiqué que ce que les générations précédentes de chercheurs pouvaient appréhender. En regardant vers l'avenir, les technologies émergentes promettent de révolutionner davantage notre compréhension. Les améliorations des techniques de récupération d'ADN anciens pourraient éventuellement permettre d'extraire du matériel génétique des fossiles d'Homo erectus, malgré leur âge et leurs conditions de conservation souvent difficiles. Cela fournirait des aperçus sans précédent sur leurs relations évolutives, leurs éventuels croisements avec d'autres espèces d'hominines et leurs adaptations génétiques à différents environnements. Parallèlement, la modélisation multi-agents et d'autres approches computationnelles permettent aux chercheurs de tester des hypothèses sur les structures sociales d'Homo erectus, leur schéma de déplacement et leurs relations écologiques qui ne pouvaient pas être testées directement à travers les seules preuves archéologiques. Ces approches, combinant l'archéologie traditionnelle avec des technologies de pointe et des méthodes computationnelles, représentent l'avenir de la paléoanthropologie. Quelles leçons pouvons-nous tirer de l'histoire d'Homo erectus qui pourrait éclairer notre compréhension de l'avenir de notre propre espèce? Peut-être la plus sobre est que même un succès évolutif extraordinaire ne garantit pas une survie indéfinie. Après avoir prospéré pendant 2 millions d'années, une durée qui dépasse largement l'existence de notre propre espèce, Homo erectus disparut finalement, incapable de s'adapter aux pressions combinées du changement climatique et de la concurrence. Cela offre un rappel puissant de la vulnérabilité, même pour les espèces hautement adaptables. Notre propre civilisation mondiale fait face à des défis sans précédent dus au changement climatique, à l'épuisement des ressources et à la perte de biodiversité. Le registre fossile nous rappelle qu'aucune espèce, aussi réussie soit-elle, n'était garantie de continuer à exister lorsque les conditions environnementales changent de manière dramatique. Pourtant, l'histoire de l'Homo erectus offre aussi de l'espoir. Leur remarquable capacité d'adaptation leur a permis d'innover des stratégies de survie qui ont finalement conduit à notre propre espèce. Ils ont démontré la puissance de l'innovation culturelle, de la coopération sociale et du développement technologique pour surmonter les défis environnementaux, des stratégies même qui pourraient nous aider à affronter les défis de notre époque. La différence essentielle réside dans l'échelle de temps des changements. Homo erectus a été confronté à des transformations environnementales qui se déployaient sur des milliers d'années, laissant le temps à l'adaptation culturelle et biologique. Le changement climatique anthropique d'aujourd'hui se produit à une vitesse sans précédent dans l'histoire évolutive humaine, comprimant en quelques décennies des changements qui prendraient normalement des millénaires. Cette compression exige un niveau de prévoyance, de coopération mondiale et d'innovation technologique bien au-delà de tout ce pourquoi notre histoire évolutive nous a préparés. Pourtant, les graines de ces capacités furent plantées par Homo erectus lorsqu'ils ont pour la première fois élargi le champ adaptatif humain pour inclure des tampons culturels et technologiques contre les changements environnementaux. En ce sens, nous devons notre potentiel à surmonter les défis d'aujourd'hui aux innovations inaugurées par ses parents anciens, il y a presque 2 millions d'années. Leur héritage survit non seulement dans notre physiologie et peut-être dans nos génomes, mais aussi dans la stratégie distinctement humaine, consistant à utiliser l'innovation culturelle et technologique pour transcender les limites biologiques. En concluant cette exploration de l'Homo erectus, nous revenons à l'extraordinaire durée de leur existence. Pendant environ 2 millions d'années, une période si vaste qu'elle défie notre compréhension, ces êtres ont foulé la Terre. Ils ont vu défiler d'innombrables générations, des ères glaciaires, des paysages changeants, et l'essor comme la disparition d'innombrables espèces animales. Ils se sont répandus sur 3 continents, se sont adaptés à des environnements allant des forêts tropicales aux plateaux d'altitude, et ont inauguré des technologies qui ont transformé la trajectoire évolutive humaine. Leur histoire n'est pas une note de bas de page dans l'évolution humaine, ni un simple prélude primitif à notre propre espèce. Elle représente le chapitre le plus réussi de l'histoire évolutive humaine, un témoignage de l'extraordinaire adaptabilité, résilience et inventivité de nos parents anciens.
En étudiant Homo erectus, nous acquérons une perspective non seulement sur les origines humaines, mais aussi sur ce que signifie être véritablement humain en termes évolutifs. Le véritable héritage d'Homo erectus ne réside pas seulement dans les fossiles et les artefacts qu'ils ont laissés, mais dans les capacités humaines fondamentales qu'ils ont inaugurées, l'innovation technologique, la coopération sociale, l'adaptabilité environnementale et la transmission culturelle du savoir. Ces capacités, affinées et développées au fil de l'évolution humaine ultérieure, demeurent au cœur de ce qui définit l'humanité aujourd'hui. Ainsi, la prochaine fois que vous contrôlez le feu pour préparer un repas, que vous utilisez un outil pour résoudre un problème, que vous adaptez votre comportement à un environnement changeant ou que vous partagez des connaissances avec d'autres, souvenez-vous que vous mobilisez des capacités inaugurées par Homo erectus il y a presque 2 millions d'années. Leurs innovations évolutives résonnent à travers le temps, nous reliant à notre passé ancien et façonnant notre parcours humain continu vers l'avenir.